2011-2016. Nous voici à la 6e édition du Sommet de la Finance. Cet événement se confirme donc résolument comme le forum où praticiens et académiciens d'horizons divers se rencontrent pour faire l'état des lieux et dégager des perspectives dans les domaines de l'économie, de la finance et des politiques publiques en général. Je voudrais tout d'abord saluer la constance du groupe Croissance et la détermination de son PDG, M. Kestner Farel, que je vous demanderai d'applaudir. En effet, M. Kestner Farel a su maintenir la régularité dans l'organisation de cet événement, malgré les adversités d'un environnement difficile et incertain. Il est important de rappeler que la première édition a eu lieu une année seulement après le choc de 2010, dans un contexte particulier marqué par les coûts énormes encourus par notre société sur le plan humain, économique et sur le plan des infrastructures, ainsi que les effets à l'époque d'une économie effondrée venant de perdre 120% du PIB. Aujourd'hui encore, la 6e édition se déroule dans une conjoncture de transition politique qui entrave le fonctionnement normal des entreprises et des institutions. Des contraintes énormes où les autorités doivent d'une part faire un arbitrage serré entre les nombreux besoins prioritaires par rapport à des ressources de plus en plus limitées. Et d'autre part, gérer les anticipations pessimistes qui trouvent leurs expressions dans la rapide augmentation du taux de change et la montée des tensions inflationnistes. Ces anticipations pessimistes, rappelons-le, sont régulièrement alimentées par les incertitudes qui renchérissent les primes de risque dans un contexte de choc de nature endogène et de chocs exogènes multiples. Qu'ils soient liés par exemple à la baisse du prix mondial du pétrole et de ses impacts sur les ressources disponibles pour le financement des investissements publics ou aux catastrophes climatiques qui affectent sévèrement la production agricole, accroissant ainsi l'instabilité des prix relatifs. Chers amis, le thème sous lequel l'événement se déroule cette année renvoie à deux problématiques, deux déficits qui concernent deux variables clés et souvent jointes par interaction dans le processus de développement de notre économie. Le sommet sur la finance n'a pas épargné le secteur bancaire. Frilosité des banques commerciales pour effectuer des prêts. Il devient aussi évident que le réseau des systèmes bancaires peine à jouer son rôle dans la dynamique d'une économie qui fonctionne au ralenti. Le gouverneur a parlé aussi de cette crise qui affecte le système bancaire. L'instabilité politique, aussi elle dérange les investisseurs, aussi elle dérange les institutions bancaires à mobiliser l'épargne et à les utiliser pour permettre le développement du pays, autant que possible. S'il est vrai que les investisseurs sont intéressés à des avantages fiscaux, s'ils exigent la possibilité de pouvoir réaliser des économies externes, ils exigent aussi que le pays soit stable. Que le pays est stable, que des élections soient conduites de façon permanente dans les délais impartis par la Constitution et qu'à la tête des institutions de l'État règnent des autorités qui disposent de la légitimité populaire. C'est à cette tâche, appelée le 14 février à occuper la présidence provisoire de la République, je ne suis prêt à ne ménager aucun effort pour garantir cette stabilité
et garantir la crédibilité du processus électoral devant permettre en le très court terme que des hommes et des femmes bénéficiant de la confiance de la population puissent accéder au pouvoir et créer les conditions de cette stabilité indispensable aux affaires. Je suis heureux ce soir d'être parmi vous, non pas en tant que président, mais en tant que citoyen. L'accord verbal que j'avais eu avec Woro déjà en décembre et reproduit quelques mois plus tard m'oblige à répondre présent et j'ai répondu présent. La promesse que je peux faire, c'est de dire à Woro, mon ami, et à vous tous, amis de la finance, que l'année prochaine, à pareille heure, je serai avec vous en tant que simple citoyen. Je vous remercie. Dans la troisième journée, mais il faut me dire que hier soir, c'était gala et sommaire. Et chaque année, nous choisissons deux personnalités pour entrer dans le gala d'honneur, dans la galerie d'honneur de la finance. Et hier, c'était M. Boniver Claude, qui a 50 ans de banque. Et M. fait une longue carrière au niveau des banques centrales. Là. Donc, nous avons honoré M. comme monde qui est dans la galerie d'honneur. Là. Deuxième personnalité, c'est Mme Marie-Carmel Jean-Marie, qu'on est ex-ministre des Finances. Mais Mme Jean-Marie, c'est surtout font carrière au niveau des banques centrales. Donc, c'est deux personnalités ça, qui entrent dans la galerie d'honneur. Là. Nous profitons de ça tout pour lancer pour les jeunes des promesses, à savoir qui jeune qui est capable de vraiment influencer le système financier haïtien. Et c'est ainsi qu'une jeune dame, Mika Pierre Bruno, c'est la fille de Éric Pierre, et qui choisit. Et ils font un travail extraordinaire dans le secteur. Et c'est ainsi que à 40 ans d'âge, nous pensons que c'est une grande promesse qui gagne dans le système. Mercredi, troisième journée, on a parlé de finances publiques. C'est le ministère des Finances qui est à l'honneur, qui a parlé de ça, qui a passé la caillou, qui perspective et dans le cadre de financement des infrastructures. On va parler de l'inclusion financière. Comment pour nous commencer à comprendre la nécessité, leur goncaille, son investissement que liés, son actifs liés pour eux. Et si on prend soin de cas là et on paye pour locatif là, et bien mairie a lui-même gagner plus cob et si mairie a un meilleur service dans le quartier dans la région, et bien communauté a gagner plus valeur tout et ça va permettre que zone communautaire améliorer de manière considérable. Donc faut pas simplement caille pour là, faut pas mairie, faut connecter pour que la communauté soit capable de fonctionner bien. C'est ça la journée du mercredi 20 avril. C'est la 6e édition. Chaque année, c'est pour poser un problème, une problématique. Je vous dis, nous t'ai montré dans la conférence de presse que nous avons fait pour la presse là, que je vous dis, l'eau avec électricité représente moins que 1% produit intérieur brut du pays d'Haïti. Donc, ce qui veut dire quoi? Nous pas investir assez dans le secteur ça, pas assez de monde qui a accès à de l'eau potable, et si vous n'avez pas de l'eau, pas faire agriculture, si vous n'avez pas d'électricité, pas faire rien du tout dans la vie. Même technologie n'a pas fonctionner. Donc c'est faire la population et les responsables comprendre que c'est nécessaire d'investir dans les infrastructures. C'est ça qui va permettre que ou une croissance économique et ça va la qualité de vie de la population. Pour ce qui concerne la situation financière d'Haïti, bon, tout le monde sait de quoi on parle. C'est une situation qui est dynamique. Okay. Il n'y a pas dans ce domaine de blocage particulier. Simplement, il y a au cours d'une année des développements avec des problèmes qui sont de nature diverse, qui peuvent être liés à un moment donné à des baisses de trésorerie, qui peuvent être liés à également un déficit au niveau des rentrées, qui peuvent être liés à nos pourvoyeurs de fonds, ce que j'ai évoqué un peu plus tôt dans ma présentation, comme par exemple ce qu'on appelle les appuis budgétaires qui sont en régression, ou le fonds Petro-Caribé qui est en régression aussi, qui sont également liés à des événements extérieurs, parce que Haïti n'est pas isolé du reste du monde. Il est dans un environnement caribéen et puis il est également dans un environnement mondial. Donc quand on a des événements comme ceux auxquels on a assisté avec la baisse du baril de brut qui est arrivé à 35-36 alors qu'il était à 100 en l'espace de quelques mois, il y a forcément des impacts.
il y a des impacts au niveau des monnaies. Le dollar américain s'est apprécié. Bon, alors relativement, beaucoup d'autres monnaies se sont dépréciées. Ce qui est arrivé à la gourde, sa dépréciation est arrivé aussi à l'euro. Bon, les Haïtiens, à tort, ont tendance, parce qu'on les accuse de tous les maux, finalement de se sentir coupables. Mais ils n'ont pas à se sentir coupables. On s'est démené avec beaucoup d'énergie pour passer au travers de tous ces événements majeurs, avec relativement quand même de succès, dans la mesure où la situation n'est pas aussi dramatique que parfois elle peut être présentée. Je parlais dans un symposium qui a eu lieu en décembre 2015 de ce sujet, et je disais que des sociétés multinationales, comme par exemple L'Oréal, à l'époque, et le sont toujours d'ailleurs, sont intéressées par des terres comme celle-ci. Mais encore faut-il que le processus soit mis en œuvre pour pouvoir les valoriser. Donc c'est faisable. La seule chose qui nous a manqué, je dirais, c'est peut-être un peu de temps et un peu de stabilité pour pouvoir le faire aussi rapidement qu'on aurait souhaité pouvoir le faire. C'est ça qui est compliqué. Voilà. Maintenant, c'est vrai que dans le contexte actuel, avec ce qui s'est passé sur le Panama, avec la fuite des Panama Papers, d'une manière générale, de façon chronique, les centres financiers, paradis fiscaux, etc. sont un peu décriés. Mais comme je le disais tout à l'heure, même s'ils sont difficiles à manipuler, les grandes puissances sont celles qui trustent 80% de ce marché, d'accord ? Et elles ne voient pas de mon œil qu'on leur grignote des parts de marché, d'accord ? Mais dans le cas d'Haïti, c'est différent parce que Haïti, depuis 3 ans, 4 ans même, a plaidé sa cause et a obtenu un aval de la part de la communauté internationale pour s'adonner à cette activité. Et s'adonner à cette activité d'une manière vertueuse, parce qu'on a créé un produit qui correspond aux attentes en matière de régulation et de garantie de sécurité de la part de la communauté internationale. Le G20, le Fonds monétaire international, l'OCDE, etc., y compris le gouvernement américain, sont favorables. Ça permettrait à Haïti de développer des ressources propres. Et comme je le disais tout à l'heure, au lieu qu'on fonctionne sur le modèle qu'on a mis en œuvre depuis l'après-guerre d'assistance par les grandes puissances, ça donnerait à Haïti une autonomie en intervenant sur ce marché international. Maintenant, c'est comme il y a aussi Atlantic City qui font des affaires dans le domaine du jeu. Bon, c'est tout. C'est quelque chose qui est difficile à manipuler, mais qui peut être manipulé correctement, qui peut être mis en place d'une façon satisfaisante au regard des attentes en matière de conventions internationales sur le blanchiment d'argent, sur le terrorisme, sur la traite des organes humains, sur le respect des droits fondamentaux de l'homme, etc. Ces conventions, elles sont là, elles sont au nombre de 11. Haïti allait les signer. Okay. Haïti allait intervenir également dans le cadre de conventions bilatérales de non-double imposition. Bref, il y a une règle du jeu, et une règle du jeu à suivre, et si on la suit de façon correcte, on peut faire de grosses affaires dans ce marché pour un pays tel qu'Haïti, et on peut apporter au trésor public de ce pays, donc c'est l'État lui-même qui crée cet organisme, qui le gère et qui récupère le produit de cet organisme au bénéfice du trésor public. Donc on peut le faire correctement et ça peut, d'après les experts que nous avons consultés, nous pouvons prendre une part de marché qui peut représenter environ 1 milliard de dollars d'ici à 5 ans pour ce pays. Donc c'est loin d'être négatif. Ça peut même donner à Haïti son autonomie financière par rapport à l'aide internationale.